Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que t'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si tu es débutant dans le domaine ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 59e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais pas la synthèse d'un livre, je vous résume plutôt les rendements obtenus par les 5 stratégies simples et efficaces que je vous résume, en fait que j'ai expérimenté en 2023. Je rappelle que ça me prend à peu près 2 heures dans toute l'année pour tester ces 5 stratégies-là. Elles sont vraiment simples, c'est des stratégies qui visent à être reproductibles facilement par la plèbe comme nous, donc j'ai fait ça en 2023. La première stratégie que j'ai expérimentée, c'est la stratégie de O'Shaughnessy que j'ai présentée à l'épisode 24. Donc à l'épisode 24, je vous disais que les rendements passés de cette stratégie-là, c'était 18,22% annuellement de 54 à 96, soit environ 10% de plus que le SP500. Et de 1964 à 2009, ça a été entre 17 et 19% aussi, selon les différents sites que j'ai consultés. Les FNB qui suivent cette stratégie-là depuis 10 ans sous-performent le SP500 d'environ 3-4%, notamment parce que les 15 dernières années ont été, la croissance, les titres de croissance ont été maîtres, alors que les titres valeurs sur lesquels repose la stratégie ont moins bien performé que les titres de croissance. Donc, je fais un petit résumé de la stratégie, un rappel. Dans cette stratégie-là, c'est simple. Dans votre screener que vous allez utiliser sur Internet pour détecter les compagnies, vous allez devoir mettre un market cap de plus de 250 millions. Donc, une valeur marchande de plus de 250 millions. Les compagnies ciblées vont devoir avoir 50 millions de ventes annuelles ou plus. Elles vont devoir avoir un ratio cours-vente annuel plus petit que 1.5. Et vous allez devoir sortir les chiffres pour les rendements du titre au cours des 3 derniers mois, des 6 derniers mois et des 12 derniers mois, donc de la dernière année. Avant, j'utilisais les screeners Zacks Screener et Finviz, mais maintenant, j'utilise juste le screener Stock Analyzer, donc STOCKANALYZER. C'est un screener qui permet de tout faire comme il faut, donc j'ai plus besoin de faire mes analyses, mes recherches à 2 endroits différents. Ce nouveau screener-là qui s'appelle Stock Analyzer, il me donne pas d'argent pour ça, là, mais c'est vraiment, il y a toutes les données que j'ai besoin sur un même site. Donc, une fois que j'ai rentré les données de market cap 250 millions, 50 millions de ventes, ratio cours-vente plus petit que 1.5 et les rendements du titre au cours des 3, 6 et 12 derniers mois, je clique sur le bouton Screen et ensuite je sélectionne tout simplement les 50 titres qui ont eu le meilleur rendement, donc le meilleur momentum au cours de la dernière année, donc des 12 derniers mois. Donc, je place la colonne rendement des 12 derniers mois en ordre décroissant et je prends les 50 premiers titres pour ceux qui ont eu le meilleur rendement au cours de la dernière année et qui respectent les autres variables. Je dois ensuite m'assurer de sélectionner les titres qui ont seulement des bénéfices positifs sur 5 ans. Donc, c'est une autre variable qu'on doit rentrer. Et en bonus, mais je n'utilise pas cette option-là pour sélectionner les titres, ça serait des titres qui ont des dividendes élevés, mais c'est seulement une variable bonus et non une variable qui fait partie de la stratégie de base. Donc la stratégie est intéressante parce que c'est systématique et c'est simple, il y a seulement 4 variables à rentrer et on prend les 50 premières compagnies. C'est ce que l'auteur recherchait dans l'épisode 24, que n'importe qui arrive au même résultat avec de bons rendements. Donc j'ai testé cette stratégie-là avec un nombre de titres situé entre 25 et 50 et je vérifie aussi si c'est mieux de vendre après 3, 6 ou 12 mois. En 2022, donc pas l'année passée mais l'autre d'avant quand j'avais testé cette stratégie-là, le constat c'est que ça semblait être mieux de vendre après 6 mois, mais c'était très influencé en 2022 par le pétrole canadien. En gros, la pire performance avec cette stratégie-là en 2022 c'était de 17% et la meilleure était de 41% versus moins 16% pour le SP500 en 2022. Donc, ça avait vraiment été une stratégie intéressante il y a 2 ans.
En 2023, donc j'ai refait la même chose avec de l'argent fictif du 3 décembre 2022 au 3 décembre 2023. J'ai pris les 50 stratégies, les 50 compagnies qui ressortaient et je les ai comparées avec le rendement du SP500, incluant les dividendes, qui est de 13% entre le 3 décembre 2022 et le 3 décembre 2023, et avec également XEQT qui était lui à 9% entre 2022 et 2023. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle offre des FNB indiciels et la possibilité de payer à l'heure pour ses conseils, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. Donc si je compare les rendements de 9 et 13% pour les deux indices que je suis, si j'avais vendu, en fait, j'avais respecté la stratégie avec les 50 meilleures compagnies, après 12 mois, j'aurais fait 11% de rendement. Donc, entre le rendement de XEQT et le rendement du SP500. Si j'avais pris le top 35 après 6 et 12 mois, j'aurais été respectivement à moins 9% après 6 mois et à 9% après 12 mois. Donc, après un an, le top 35, si je prenais seulement les 35 meilleures compagnies, j'étais égal à XEQT. Et si je prenais seulement les 25 meilleurs après un an, j'arrivais à 11%, donc encore une fois entre XEQT et le SP500. Donc mon constat, c'est qu'il n'y a aucune combinaison parmi celles que j'ai expérimentées avec ces stratégies-là qui a battu le SP500 en 2023, mais il y en a deux qui ont battu XEQT de 2%, soit le top 25 ou le top 50 si on vendait après un an. En 2022, on battait de minimum 33% les indices que je suivais. Donc, sur 2 ans, on serait encore gagnant avec cette stratégie-là si on l'avait fait depuis 2022. Mais cette année, ça n'a pas été aussi magique que l'année passée, mais ça n'a pas été non plus si catastrophique. La deuxième stratégie que j'ai expérimentée en 2023, c'est la stratégie du Momentum Investing que j'avais présentée à l'épisode 24 également. Donc, cette stratégie-là montrait des rendements de 15,3% annualisés de 1964 à 2009. Le résumé de la stratégie, il y a un peu plus de variables que dans la précédente. Donc, on veut un market cap, donc une valeur marchande au-dessus d'1 milliard, un chiffre d'affaires, donc des ventes d'au moins 50 millions au cours des 12 derniers mois, donc de la dernière année. On veut un return on equity, donc un ROE positif, donc supérieur à 0,1%. On veut que le cours de l'action soit égal ou supérieur à celui d'il y a 3 mois. Donc, on veut que le prix de l'action soit plus haut. Donc, que le rendement sur 3 mois, finalement, soit positif. Même chose pour 1 mois. Donc, on veut que le rendement sur 1 mois soit positif. Donc, au-delà de 0,1%. On veut que les actions qu'on va sélectionner se transigent dans les 500 titres les plus fortement négociés sur le marché. Donc, on va sélectionner les 500 compagnies qui sont les plus... qui ont le plus gros volume de transactions sur le marché boursier. Et on veut qu'il y ait une progression de l'action parmi les plus élevés dans les 12 derniers mois. Donc des rendements, donc un prix qui a progressé beaucoup dans la dernière année. On va acheter soit les 3, 5, 7 ou 10 titres les plus hauts dans cette liste-là, donc ceux qui ont le mieux performé dans la dernière année. Et on va investir un montant égal dans chacun des titres sélectionnés. Donc l'auteur dit qu'on peut aller entre 3 et 10, que 3 c'est plus risqué, mais qu'on peut avoir un upside plus grand, donc on peut aller chercher un rendement potentiel plus élevé, et alors que 10 titres, c'est un peu moins risqué que si on en prend juste 3. Bien sûr, vous allez voir que j'ai expérimenté tous les différents scénarios possibles dans la stratégie. Ensuite, on va investir de préférence entre le 1er novembre et le 15 janvier, donc moi j'ai investi le 3 décembre dans cette stratégie-là fictive, et on doit conserver ces actions 365 jours. En 2022, quand j'avais expérimenté cette stratégie-là, il pouvait aller écouter ça dans les épisodes de podcast de l'année passée, on avait eu des performances entre 41 et 66%
comparativement encore une fois au SP500 qui était à moins 16%. Donc c'était quand même assez fou. Et encore plus incroyable, c'était surtout des compagnies canadiennes en 2022 à cause du prix du pétrole. En 2023, donc si j'ai fait les sélections fictives pour 3, 5, 7 et 10 titres que je vendais après un an, si on prenait les 10 meilleurs titres, le rendement sur un an est de moins 6% comparativement au SP500 qui a fait 13% et à exécuter qui a fait 9% en 2023. Si on prenait le top 7, on était à moins 5%. Le top 5, donc les 5 meilleurs titres qui ressortaient à moins 27%. Et si on prenait les 3 meilleurs titres, on était à moins 11%. Donc le constat, c'est que tous les rendements sont clairement dans le négatif. Donc le meilleur, c'est moins 5 et le pire, c'est moins 27%. Alors que lorsqu'on compare aux deux indices que je suis, le SP500 à 13% et XEQT à 9%, c'est vraiment des rendements catastrophiques pour cette stratégie-là en 2023. On serait encore gagnant sur 2 ans, encore une fois à cause que l'année passée, c'était du 41 à 66%, mais cette année, ça n'a pas été une stratégie efficace. Troisième stratégie expérimentée, c'est les Dogs of the Dow. Donc, il n'y a aucun épisode dans lequel je présente cette stratégie-là, mais je l'avais découverte en lisant différents articles, en écoutant différents podcasts, et j'avais décidé de l'expérimenter, comme j'en avais parlé l'année passée. Le Dow Jones, c'est un indice qui va suivre 30 larges compagnies américaines, donc on appelle des blue chips, qui offrent des dividendes et qui sont tradés sur le marché américain. Il y a plusieurs variations qui existent de cette stratégie-là. L'original, donc la stratégie initiale, les Dogs of the Dow, c'est de choisir les 10 compagnies dans l'indice du Dow Jones qui ont l'indice qui ont le plus gros dividende. Donc, parmi les 30 compagnies qui font partie de l'indice Dow Jones, tu vas sélectionner les 10 qui ont le plus gros dividende dans la dernière année. Ensuite, il y a le Dogs 5, le Dogs 5, qui parmi les 10 que vous auriez sélectionné dans la stratégie originale, ben vous allez prendre les 5 qui coûtent les moins chers en ce moment. Ensuite, il y a le Dogs 4. Tu vas partir du Dogs 5, donc les 5 moins chers parmi les 10 de la stratégie originale, mais tu vas juste prendre les 4 qui sont les plus chers. Donc, finalement, le Dogs 4, c'est que tu prends les 4 compagnies les plus chères dans les 5 qui sont les moins chères dans la stratégie initiale. Et ensuite, il y a le Foolish 4, c'est que c'est le Dogs 4, tu prends les 4 plus chers dans les 5 moins chers, mais tu vas accorder 40% de ton argent aux moins chers des 4 plus chers et 20% aux 3 autres. Donc je récapitule parce que c'est pas clair, en tout cas pour moi en ce moment qui vous le dit. La stratégie originale, c'est de choisir les 10 compagnies du Dow Jones qui offrent le plus haut dividende. Le Dogs 5, parmi ces 10-là, tu prends les 5 moins chers. Le Dogs 4, c'est parmi les 5 moins chers, tu vas prendre les 4 plus chers. Et le Foolish 4, c'est parmi le Dogs 4, qu'on vient juste de voir les 4 plus chers des 5 moins chers, mais tu vas accorder 40% de ton portefeuille aux moins chers et les 20% aux 3 autres compagnies qui restent dans le Foolish 4. En 2022, j'avais testé ça, le constat avait été moins frappant, mais quand même, il y avait juste une stratégie sur 4 qui avait fait identique à l'indice SP500. Les 3 autres avaient quand même mieux fait que l'indice SP500 en 2022, mais à quelques pourcentages près. En 2023, selon mes sélections que j'ai faites, la stratégie originale du Dogs 10, donc du Dogs of the Dow avec les 10 compagnies qui ont le plus haut dividende de l'indice Dow Jones, le rendement aurait été de 9%. Avec le Dogs 5, les 5 moins chers du Dogs 10, c'est 13%. Avec le Dogs 4, moins 2%. Et le Foolish 4, on a un rendement de 0%. Donc ici, j'ai expérimenté la stratégie du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Donc les deux indices que je suis, le rendement était différent. Pour le SP500, le rendement était de 19% du 1er janvier au 31 décembre, incluant les dividendes. Et pour exécuter, c'était 11%. Donc la meilleure stratégie expérimentée parmi les 4 ici, c'est le Dogs 5 avec 13%. Donc c'est moins que le SP500 à 19%. Mais un peu mieux qui est exécuté à 11%. Et la pire, c'est le Dogs 10, c'est le Dogs 4 à moins 2%. Donc, le constat, c'est que c'est l'inverse cette année. L'année passée, il y en a 3 sur 4 qui battaient les indices de référence. Cette année, il y en a 3 sur 4 qui battent pas exécuté à 11% et aucune a battu le SP500 à 19%. Le meilleur étant le Dogs 5 avec 13%.
Quatrième stratégie, c'était le Shareholder Yield que j'ai présenté à l'épisode 40. Donc ça, le Shareholder Yield, c'était tout simplement d'additionner le rendement en dividende avec le pourcentage des actions rachetées par une compagnie au cours de la dernière année. Donc exemple, si une compagnie avait 3% de dividende et qui avait une plus-value de son titre de 5% à cause des actions achetées, mais il y avait un Shareholder Yield de 8%. Selon le livre d'André Gosselin que j'ai résumé à l'épisode 40, de 1984 à 2004, les 10 titres du SP500 avec le plus gros shareholder yield renouvelé une fois par année offraient un rendement de près de 23% par rapport à 12% pour le SP500. Donc j'avais beaucoup de doutes, c'est pour ça que j'ai expérimenté cette stratégie-là en 2023. Je l'avais pas fait en 2022, mais en 2023, le rendement de cette stratégie-là, si j'avais pris les 10 compagnies du SP500 avec le plus gros shareholder yield l'année précédente, j'aurais eu un rendement de 1% comparativement à 19% pour le SP500 et 11% pour exécuter. Donc j'aurais été perdant de 10 à 18% de rendement en 2023. Enfin, la dernière stratégie expérimentée, c'est la Magic Formula, donc la formule magique qui a été présentée à l'épisode 41. Et la philosophie derrière cette stratégie-là, c'est que si tu achètes des compagnies avec un ROIC, donc un ROIC élevé et un Price Earning Ratio qui est bas, vous allez finir par acheter des compagnies qui sont sous-évaluées. Donc la formule magique de l'auteur, c'était la suivante. Il fallait classer les compagnies selon leur score combiné à ces deux variables-là. Et il y avait même un site qui proposait, qui classait de 30 à 50 compagnies automatiquement avec ces variables-là. Vous deviez sélectionner 30 ou 50 compagnies, les garder un an et les vendre après un an, c'est super simple. Sur 17 ans, selon l'auteur, le rendement aurait été de 13,8% annuellement versus 12,3% pour le marché total US, donc pour le marché américain dans son ensemble. En 2023, donc j'ai seulement testé cette stratégie-là depuis cette année, donc je l'avais pas faite l'année passée, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et le rendement potentiel aurait été de 10%. Donc un rendement de 10% en 2023 pour cette stratégie-là, qui est pas si mal, mais qui est comparé à un rendement de 11% pour exécuter et de 19% pour le SP500. Donc mon constat, c'est que cette stratégie-là aurait été perdante en 2023. Donc je rappelle que je me suis amusé, en fait que je m'amuse encore à tester ces stratégies-là parce que ce sont des stratégies simples qui sont pas longues à mise en place, qui sont pas longues à mettre en place et qu'historiquement, elles semblent avoir eu de bons rendements, mais je doutais de leur efficacité pour les mettre en place de façon aveugle. Donc si l'année passée, ces stratégies-là avaient été pour la plupart efficaces dans un marché baissier, cette année, ce sont des stratégies perdantes dans un marché haussier, en fait pour la grande majorité des stratégies qu'on a vues ensemble. Souvent, c'était soit pire que le SP500 et à peu près égal à exécuter, et dans le pire des cas, c'était pire que exécuter et le SP500, et tout ça avec plus de travail. Donc, même dans les cas où on accotait, où on battait un petit peu exécuté de 1 ou 2%, faut pas oublier que quand même, ça prend un petit peu plus de travail que d'investir dans un FNB passif indiciel comme exécuté. Donc, sur 2 ans, je rappelle qu'on sera encore gagnant avec ces stratégies-là, avec certaines de ces stratégies-là, mais je vais vous présenter un résumé un peu plus synthétique après 3 ou 4 ans. Donc, qu'est-ce que je retiens de tout ça? C'est de ne pas faire à la maison, du moins pas tout de suite. On fait juste s'amuser, on expérimente les stratégies, mais si vous les expérimentez de votre côté avec de la vraie argent, ben c'est à vos risques et périls. La semaine prochaine, je fais mon bilan annuel pour l'année 2023 avec mes rendements obtenus, avec ma vraie stratégie. Est-ce que j'ai recommencé à battre l'indice en 2023 après une année perdante en 2022? On va le voir ensemble la semaine prochaine. Je vais également vous partager tous les chiffres pour le podcast, donc je pense que ça va être super intéressant. Ce jeudi, je vais également partager sur la page Facebook du podcast les positions 16 à 18 sur ma liste de surveillance avec mes analyses de septembre 2023, soit Qualis, QLYS, Cohen & Steers, CNS et NVR Inc., NVR.
L'épisode tire à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de 3 façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99 $ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.